Bon, chers concitoyens, chères concitoyennes, patriotes de notre beau pays, je crois que pour ceux qui ont écouté, c'est une bonne chose. Mais nous, dans la dynamique de réflexion, voilà ce que nous sommes donnés. Il y a eu un 4 mars, mais c'est quoi ce 4 mars? C'est un événement tragique. Peut-être pour le gouvernement, c'est un non-événement. Et pour la population, rarement nous avons connu un tel événement. Pris de panique, il fallait savoir qu'est-ce qu'on pouvait se dire, nous, diaspora. Pas uniquement acteurs politiques, mais diaspora dans la globalité. Et comme la tradition congolaise requiert que souvent on donne 45 jours pour porter une forme de deuil, on s'est dit qu'il ne fallait pas tout faire. Nous sommes donc dans le contexte socio-humanitaire, assister les familles. Sur la place de Paris, je crois qu'il y a eu il y a eu la récolte des dons, il y a eu des opérations d'assistance qui ont été faites. Et les 45e jours tombaient dans la période sur la place de Paris qui était assez compliquée pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait les élections présidentielles au niveau de la France. Et nous ne voulions pas engager un débat parce que ça risquait d'être torpillé ou être un non-événement. Donc ces deux événements-là jumelés, après avoir pris contact avec les initiateurs de ce projet, nous nous sommes dit que peut dire la diaspora au jour d'aujourd'hui? Est-ce que la diaspora va-t-elle se taire? Ou va-t-elle fonctionner dans une vision monolithique? Nous avons pensé que non. Donc c'est pour permettre à ce que cette diaspora donne de la voix au gouvernement que nous avons dit, comme l'a dit un éminent journaliste congolais, il y a eu un avant 4 mars, beaucoup va être dit, il y a eu un 4 mars, il va y avoir un après 4 mars. C'est après 4 mars. Est-ce que nous devons continuer à obtenir un dictat de quelqu'un qui connaît très bien la sociologie congolaise, où nous, diaspora, on doit arriver aussi à réfléchir pour dire, il y a telle voix, il y a telle voix, il y a telle voix. Nous allons porter cette voix au niveau de ceux qui pourront nous appuyer. Donc voilà un peu la philosophie qui était la nôtre pour accompagner les initiateurs de ce projet. Ceci n'est pas la première. Nous savons que sur la place de Paris, il y a beaucoup de feux. Mais il y a un son de cloche que nos parents nous demandent. Ce son de cloche est basé sur l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, je crois que ce soit du nord au sud, à l'est, à l'ouest, c'est le socle d'un mouvement patriotique. Et pour ne pas abuser de votre temps, je crois que voilà un peu l'optique sur lequel nous pensons. Et je vais me permettre d'ajouter quelque chose dans la façon de fonctionner du modérateur. Il va y avoir des interventions, mais essayons d'aller dans le concis. Parce que si on continue toutefois à soulever des problèmes, qu'il n'y ait pas de suivi, cette conférence risque d'accoucher encore d'une souris, comme celle de bien d'autres. Voilà un peu ma modeste contribution en tant qu'accompagnateur de cette tribune conférence débat. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever afin que nous passions une minute de silence. Merci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, nous allons, sans trop faire de discours, commencer la conférence débat. Donc, vous avez dû
voir les différentes thématiques qui vont être développées ici. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu une petite évolution dans ce que nous voulions faire. Et comme nous ne sommes pas, entre guillemets, sectaires, nous avons pensé que les communications autres que les nôtres avaient leur place dans cette conférence-là. Donc pour commencer, nous allons inviter Pietro, qui est un ami du Congo. Il va se présenter tout à l'heure à la tribune. Il va faire une communication. C'est un descendant de l'explorateur de Brazza. C'est lui qu'on connaît tous. Donc je vais le laisser venir à la tribune, au présidium, pour qu'il fasse sa communication. Bonjour à tous. Merci pour m'avoir accueilli ici. Donc, j'ai plein de choses à dire, j'espère avoir le temps de le faire. J'espère aussi arriver à transmettre mon message. Parce que j'étais considéré longtemps comme un Congolais, du fait que je suis lié par un lien de fraternité avec les peuples qui habitent le Congo. Ces liens-là, ils datent de l'époque où Brazza avait construit des liens d'amitié à sa fois avec les habitants des territoires qu'il souhaitait explorer. Les expériences que j'ai faites au Congo, en plus, les liens d'amitié que j'ai construits avec les Congolais dans leur pays et ici en Europe, et des rencontres aussi avec les autorités, tout cela m'a beaucoup porté en profondeur, beaucoup plus de ce qui arrive normalement à un Blanc qui arrive au Congo. Il est vrai aussi que c'est en vertu de mes origines italiennes que je me sens un peu plus proche d'un Congolais de ce qui pourrait être par exemple arrivé en français. En fait, mon pays, il a aussi une longue histoire de domination étrangère. Et c'est un pays jeune, pas jeune comme les Congos, mais quand même relativement jeune par rapport aux pays européens. Et son État, en plus, a été fondé sur des idées qui sont arrivées de l'étranger. Et ces idées-là ne se sont jamais vraiment complètement intégrées dans la société italienne. Et je crois pouvoir un peu trouver un parallèle avec ce qui se passe au Congo aujourd'hui. L'Italie, en plus, aussi, elle ressemble plus à un chaudron de cultures différentes qu'à l'un des grands États-nations qui ont un peu plasmé, qui ont créé le monde comme on le voit aujourd'hui. La chaleur avec laquelle j'ai été accueilli parmi les Congolais m'a vraiment touché, et ça depuis quand je suis allé la première fois au Congo, c'est-à-dire en 2005. Mais c'est vrai aussi que je n'ai pas des origines congolaises tout court. Je ne suis pas né au Congo, et en plus la réalité du Congo et de l'Afrique centrale, je la connais un peu, mais pas vraiment en profondeur. Donc je vous parle, mais je reste un blanc, et je ne vais pas vous proposer des solutions à ce qui se passe au Congo aujourd'hui, parce que les solutions qui ont été proposées par les Blancs ont rarement porté du bien aux Africains. Une fois de plus, je suis honoré d'ouvrir ces rencontres, et ce que je vais faire, c'est de vous raconter mon expérience au Congo, ce qui est passé à moi et à ma famille qu'on a eu à faire avec des Congolais et de toutes les provenances et de tous les gens comme je vais vous raconter. Et je dois dire que cette expérience est commencée avec une recherche historique sur Brazza tout court, dans le cadre de mon mémoire pour mes études universitaires. Et c'était une recherche historique sur lui et sur l'administration coloniale qu'il avait fondée. Mais après, j'ai eu vraiment l'occasion de me plonger dans la politique congolaise en profondeur, quand, à partir du moment où j'ai été contacté avec des autres descendants de Brazza par les autorités congolaises qui cherchaient l'approbation des descendants de l'explorateur pour transférer ses restes dans les fameux mausolées qui a été construit au centre de Brazzaville. Donc, comme vous le savez, c'est le 3 octobre 2006 que ce monument a été inauguré dans le centre de Brazzaville. Ces mausolées
et un paradoxe, dans mon opinion, pour deux raisons. En premier lieu, ces monuments, qui est les plus grands du Congo, sûrement les plus coûteux, célèbrent un explorateur et un colonisateur blanc dans un pays qui a été décolonisé il y a à peine 50 ans. Il promeut une identité nationale congolaise construite sur l'œuvre colonisatrice de la France et non pas sur le combat qui a été mené par les Congolais quand ils se sont débarrassés des envahisseurs blancs. Deuxièmement, l'État congolais a cofinancé la construction d'un monument dont le coût a été d'environ 10 millions d'euros dans une ville où, comme vous le savez, les services essentiels comme l'électricité, l'eau, les écoles, les hôpitaux sont un luxe qui est réservé à une très petite minorité de la population. Comme il était prévisible, tout de suite, il y a un cœur de critique qui s'est levé contre les mausolées, soit de l'intérieur du Congo, soit à l'international. Même les journalistes du Monde et de la BBC qui avaient été invités dans les grands hôtels à 5 étoiles de Brazzaville, ils n'ont pas pu éviter de faire des remarques sur le contraste qui existait entre le marbre blanc du mausolée et les quartiers dégradés de Brazzaville. Mais alors, pourquoi le président dictateur a-t-il voulu ces mausolées ? Depuis tout de suite, depuis les jours où j'étais là et quand on a inauguré ces mausolées, je me suis posé cette question. Et c'est dans les derniers 5 ou 6 ans que j'ai enquêté sur les raisons de ce geste, sur pourquoi Sassou Nguesso a voulu construire ce monument et s'exposer à une série de critiques qui étaient prévisibles en fait de la communauté internationale et même de ses propres concitoyens. Pour arriver à les réponses que j'ai données à cette question, il faut un peu éclairer certains aspects de la vie de Pierre Saurognane de Brazza. Brazza était un homme comme nous qui, pendant son enfance, il rêvait de l'Afrique comme aujourd'hui un enfant pourrait rêver d'aller sur Mars, par exemple. C'était une terre inconnue, une terre qu'on croyait être une terre vierge, où la présence la présence humaine était complètement ignorée. En fait, on savait qu'il y avait des Noirs, mais c'était des endroits qu'il fallait ouvrir à l'activité humaine, selon les Européens. Un peu comme aujourd'hui, on pense à une planète distante où il n'y a rien, c'est juste un espace vide à remplir. Ce qu'il trouve Brazza quand il arrive en Afrique est très différent. Il trouve une situation avec plein de populations, une société très évoluée, et c'est un peu pour ça que son chemin en Afrique est un chemin de désillusion par rapport à ce qu'on lui avait raconté de l'Afrique, et par rapport à ce que la propagande européenne racontait aux jeunes pour leur faire partir pour des endroits là où 70% des Blancs mouraient dans la première année. Donc c'était un endroit où les Blancs, ils allaient pour vraiment faire fortune tout de suite, au plus tôt, au plus vite, parce que c'était un risque pour les Blancs. Et Brazza, il part dans ses explorations, et au début, il ne les considère que des explorations, parce que c'est vrai, il gagne facilement l'appui des agents des compagnies coloniales et des fonctionnaires qui appuient son voyage d'exploration en pensant déjà à la fondation d'une colonie en avenir. C'est Brazza qui ne sait pas en fait qu'il y a un prix à payer pour réaliser son rêve. Le prix, c'est d'être complice de l'un des crimes les plus graves jamais commis par l'homme, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Afrique centrale, l'extermination de 10 millions d'Africains dans 10 ans et le pillage de leurs terres. Quand Brazza s'est rendu compte qu'au lieu de porter les progrès et les bonheurs, il a ouvert une voie pour ceux qui cherchent seulement les profits à n'importe quel prix, c'est à ce moment-là qu'il se révolte contre les compagnies concessionnaires et contre les fonctionnaires coloniaux qui étaient corrompus par ces compagnies. Mais désormais, il est trop tard. Brazza est licencié par les mêmes fonctionnaires auxquels il a donné un empire, qui sont manœuvrés par les compagnies concessionnaires. Au début du XXe siècle, heureusement, les violences du Congo, des rapports sur les violences du Congo arrivent en Europe et ils indignent le public. C'est donc pour ça que Brazza est rappelé en service pour mener une enquête au Congo. Les administrateurs coloniaux qui l'envoient au Congo, en fait, voudraient piloter cette enquête pour masquer les fautes du système d'exploitation coloniale et résoudre le problème en punissant juste quelques boucs émissaires.
Mais Brazza refuse de souscrire cette version adoucie des faits et il décide de dénoncer les violences endémiques et de pointer le doigt contre la compagnie concessionnaire. Ces refus et ces accusations, en fait, lui ont coûté probablement la vie. Selon sa femme, il avait été empoisonné pendant son voyage de retour à la fin de cette enquête. Les rapports qu'il avait écrits, ce qui est le plus important et significatif, est que le rapport qu'il avait écrit avec les résultats de son enquête et ses accusations est enterré suite à un vote du Parlement français. Donc le Parlement français décide à majorité qu'il ce n'était pas le cas de publier les découvertes de Brazza au Congo. Les derniers chapitres, celui que je viens de raconter de la vie de Brazza, est une histoire qui a toujours été cachée par les colonisateurs français, qui ont fait de l'explorateur à pieds nus l'emblème d'une colonisation qui disait non violente et bénéfique pour les Africains. Donc on a exploité la mémoire gardée par les Congolais d'un homme qui s'était révolté contre les siens pour les protéger. Et les ennemis de Brazza ont su se débarrasser de lui et après sa mort exploiter son œuvre et son héritage à leur avantage. Parmi ces ennemis, vous trouvez exactement les fondateurs des mêmes compagnies qui ont financé aujourd'hui le mausolée. Donc là, on a une première réponse à la question pourquoi les mausolées. La construction de ce que les Brazzavillois appellent les temples des francs-maçons et les célébrations qui ont suivi ont été une occasion pour un échange de faveurs et d'argent à l'intérieur des réseaux de la France-Afrique. Son but a été de consolider des rapports commerciaux dont les hommes communs ne connaissent pas l'importance et l'impact qu'ils ont sur leur vie, notamment les rapports commerciaux qui sont à la base du flux de pétrole qui en tire du Congo. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un complot international, mais d'un nombre d'individus qui agissent dans leur propre intérêt dans le vide institutionnel et légal qui caractérise les transactions des matières premières entre les pays pauvres et le nord du monde. Tout ça se passe bien sûr avec la complicité parfois tacite mais toujours présente des hommes politiques européens qui craignent perdre le soutien de leurs électeurs si l'ordre global est menacé. En fait, ils sont persuadés peut-être justement qu'il est en vertu de cet ordre qu'on a établi à l'époque de la colonisation et plus tard, qu'on a construit des sociétés de consommation des populations riches. Le premier conseil que je pense pouvoir donner aux réformateurs de la politique du Congo est donc ne vous attendez pas qu'un État étranger ait aucune intention de vous aider ni de vous protéger. Il n'y a aucun intérêt fort à l'étranger qui souhaite que le Congo devienne une démocratie égalitaire et efficace. Donc la deuxième raison de la construction du mausolée se trouve, d'après moi, toujours dans le champ des rapports entre les Congolais et les Européens. Il faut savoir que l'idée de transférer la tombe de Brazza au Congo est une idée qui est issue à l'origine du Makoko Ngwayulu, les prédécesseurs du souverain du Makoko actuel. Et cette idée était basée sur les dernières volontés de l'explorateur qui avait demandé d'être enterré en Afrique. Originellement noble, cette initiative mirait à faire en sorte que l'explorateur puisse reposer parmi ceux qu'il avait respectés et essayé de protéger, et dans les lieux où il avait vécu les chapitres les plus importants de sa vie. Il s'agissait simplement de transférer la tombe de Brazza de Alger à Mbé, sans fanfare ni grosses dépenses. Cela aurait réalisé le désir de l'explorateur et pourquoi pas aurait donné aussi de la visibilité au Congo et peut-être du tourisme à l'époque du centenaire de la mort de Brazza. Mais à ces points-là, c'est Sassou Nguesso qui s'est approprié de cette idée. Il a invité en Afrique l'un des descendants de l'explorateur le plus vieux. Il a fait conduire un Mbé en hélicoptère à côté de la séduisante Madame Ayessa et de Jean-Paul Bigas, qui est un conseiller qui en a chargé de blanchir l'image du dictateur et à niveau international. Après que ses descendants a rencontré le Makoko, Sassou Nguesso approuve l'idée du transfert de la tombe et fait la promesse d'en appuyer la réalisation. Quelques mois plus tard, on pose la première pierre du mausolée de Brazzaville en présence de Chirac et d'un imposteur qui nomme Makoko, qui a été nommé Makoko par Sassou Nguesso lui-même. En même temps, le Makoko Ngwayulu meurt empoisonné et un successeur est nommé par les dignitaires Teke, un vrai successeur. Donc en s'appropriant de cette idée et en excluant les Makoko, les présidents essayent de s'affirmer comme les seuls véritables détenteurs du rôle de lien entre le Congolais et les bonheurs de Blanc.
les seuls dépositaires de la légitimation qui vient des Blancs. Et voilà donc une deuxième raison d'être du mausolée. Ces deux premières raisons sont des raisons très superficielles qui sont très évidentes quand un Européen s'est mis à analyser cette question. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va arriver ensuite. La troisième réponse, en fait. Une fois que la famille Brazza s'aperçoit de ce qui est arrivé au Makoko et des vraies intentions des Sassou, la plupart des descendants, comme peut-être vous le savez, refusent de participer. Et une partie d'entre eux décide d'appliquer leurs droits, de bloquer les transferts de reste et le RAE. À ces points-là, pour obtenir le reste de Brazza, Sassou Nguesso et son entourage n'hésitent pas à mettre en œuvre les mêmes stratégies qu'ils appliquent contre leurs adversaires au Congo. Et je crois que vous allez peut-être reconnaître ces stratégies. Ma famille, qui est une structure forte et fragile en même temps, comme les sont les grandes familles où les cousins éloignés restent en contact, a été internement divisée par le régime de Sassou Nguesso. Une partie des descendants de l'explorateur ont été cooptés par le régime à travers des gratifications et des dons, et ont décidé de donner leur accord et leur soutien au transfert sans poser des conditions. Et c'est grâce à cette division interne que Sassou Nguesso a gagné du temps dans les négociations avec les descendants qui n'étaient pas d'accord. Et c'est grâce à ça que les jours avant le transfert, qu'un noyau des descendants de Brazza a réussi à obliger Sassou Nguesso à signer un accord qui prévoyait la reconnaissance et l'invitation aux cérémonies du vrai Makoko, et aussi des interventions en faveur du peuple congolais. Il faut dire que ces interventions n'ont jamais eu lieu. Mon expérience m'a permis donc d'identifier celles qui sont les stratégies que les régimes congolais utilisent contre ses adversaires. L'appropriation de toutes les initiatives et la cooptation de certains membres d'un groupe pour neutraliser la force d'un groupe entier. En fait, cela s'applique aussi, je l'ai vu aussi appliquer récemment à ce qui s'est passé à l'époque où Armand a voulu organiser une messe pour les morts de l'explosion de Brazzaville, et c'est à ce moment que l'ambassade en parallèle a organisé la même initiative en s'appropriant en fait une idée qui n'était pas la sienne. En fait, d'abord, ils ont essayé de rentrer dans l'initiative d'Armand, mais Armand ne leur a pas permis ça, donc ils ont organisé une autre en parallèle. Et donc, à ces points-là, vous avez cette stratégie d'appropriation des initiatives, et l'autre, c'est la cooptation de certains membres d'un groupe pour en démolir l'efficacité. Et ceci, je l'ai vu se passer en fait même à l'intérieur de la cour royale Teke. Il faut savoir que le faux roi Makoko, c'est quelqu'un issu de la cour royale en fait. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'entourage, pas les plus proches, mais quand même qui faisait partie de l'entourage du roi Makoko. Donc c'est à travers la cooptation de l'un des membres de la cour royale Teke que Sassou Nguesso a pu mettre le chaos dans cette cour pour une certaine période, ce qui lui a servi pour vraiment s'approprier de l'initiative du mausolée. Mais l'histoire de Brazza et de son transfert a encore beaucoup à nous montrer. Les descendants de Brazza qui avaient signé l'accord avec Sassou Nguesso croyaient avoir achevé une victoire importante. On avait obligé un dictateur à signer un accord qui prévoyait des interventions en faveur des Congolais et la reconnaissance d'un souverain traditionnel qu'il craignait. En fait, les Makoko avaient été vraiment invités aux célébrations, et ce qui a été un événement apparemment assez important pour Brazzaville qui depuis longtemps ne voyait pas une visite du Makoko en vie. Mais la victoire de l'accord en réalité était seulement symbolique. Et c'est là qu'on arrive à la troisième et plus importante raison d'être du mausolée. En fait, il est sur le plan spirituel et magique celui qui lui intéresse le plus que Sassou Nguesso a été gagnant dans l'histoire du mausolée. En effet, immédiatement avoir obtenu le soutien de la partie de la famille Brazza qu'il avait coopté, Sassou Nguesso a envoyé des émissaires à Alger chargés de profaner la tombe de l'explorateur et d'en prélever les restes. Le reste de la famille, les gens qui n'étaient pas d'accord avec le transfert, avaient aussitôt appris que cette profanation avait eu lieu. Mais on n'en avait pas vraiment compris la signification et l'importance. En s'appropriant des restes de Brazza,
en les utilisant dans les cadres des rituels du Nkani, Sassou Nguesso s'est emparé du charisme, du charisme et de la force spirituelle de celui qui a fondé les pouvoirs étatiques au Congo, au Gabon et en Centrafrique. Grâce au film qu'on a tourné au cours de la profanation, les ennemis du président dictateur sachent que maintenant, ils luttent contre l'héritier du fondateur du pouvoir politique qui est actuellement en vigueur au Congo. Le pouvoir du Makoko lui-même a été affaibli et Brazza, son frère de sang, a été kidnappé et dévoré par les présidents dictateurs qui a ainsi renforcé son pouvoir à détriment du souverain Téké. En tant qu'Européen, il m'est assez difficile d'avoir une idée précise du rôle de la spiritualité dans le rapport du pouvoir au Congo. Et il est encore plus difficile de connaître les pratiques et les rituels qui permettent aux Congolais d'influencer ces rapports et d'intervenir dans ces rapports. Mon chemin de recherche dans ce domaine vient juste de commencer. Ce que je sais est que les pratiques adoptées par Sassou Nguesso et son entourage sont les résultats d'une adaptation de la culture traditionnelle congolaise aux nouveaux rapports de pouvoir qui ont été imposés par les marchands d'esclaves et par les colonisateurs. Les étrangers qui pendant des siècles se sont appropriés des corps des Africains et ont drainé la richesse du continent ont provoqué une réponse. Cette réponse consiste dans le fait que les croyances et les pratiques liées à l'appropriation des corps ont acquis une position de premier plan dans la tradition africaine, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et pour permettre aux Africains de se défendre face, ne se sont jamais vraiment complètement intégrés dans la société italienne. Et je crois pouvoir un peu trouver un parallèle avec ce qui se passe au Congo aujourd'hui. L'Italie, en plus, aussi, elle ressemble plus à un chaudron de cultures différentes qu'à l'un des grands États-nations qui ont un peu plasmé, qui ont créé le monde comme on le voit aujourd'hui. La chaleur avec laquelle j'ai été accueilli parmi les Congolais m'a vraiment touché, et ça depuis quand je suis allé la première fois au Congo, c'est-à-dire en 2005. Mais c'est vrai aussi que je n'ai pas des origines, des origines congolaises tout court. Je ne suis pas né au Congo, et en plus la réalité du Congo et de l'Afrique centrale, je la connais un peu, mais pas vraiment en profondeur. Donc je vous parle, mais je reste un blanc et je ne vais pas vous proposer des solutions à ce qui se passe au Congo aujourd'hui, parce que les solutions qui ont été proposées par les Blancs ont rarement porté du bien aux Africains. Une fois de plus, je suis honoré d'ouvrir ces rencontres, et ce que je vais faire, c'est de vous raconter mon expérience au Congo, ce qui est passé à moi et à ma famille qu'on a à faire avec des Congolais et de toutes les provenances et de tous les gens comme je vais vous raconter. Et je dois dire que cette expérience est commencée avec une recherche historique sur Brazza tout court, dans le cadre de mon mémoire pour mes études universitaires. Et c'était une recherche historique sur lui et sur l'administration coloniale qu'il avait fondée. Mais après, j'ai eu vraiment l'occasion de me plonger dans la politique congolaise en profondeur, quand, à partir du moment où j'ai été contacté avec des autres descendants de Brazza par les autorités congolaises qui cherchaient l'approbation des descendants de l'explorateur pour transférer ses restes dans les fameux mausolées qui a été construit au centre de Brazzaville. Donc, comme vous le savez, c'est le 3 octobre 2006 que ce monument a été inauguré dans le centre de Brazzaville. Ces mausolées est un paradoxe, dans mon opinion, pour deux raisons. En premier lieu, ces monuments, qui est les plus grands du Congo, sûrement les plus coûteux, célèbrent un explorateur et un colonisateur blanc dans un pays qui a été décolonisé il y a à peine 50 ans. Il promeut une identité nationale congolaise construite sur l'œuvre colonisatrice de la France, et non pas sur le combat qui a été mené par les Congolais quand ils se sont débarrassés des envahisseurs blancs. Deuxièmement, l'État congolais a cofinancé la construction d'un monument dont le coût a été d'environ 10 millions d'euros dans une ville où, comme vous le savez, les services essentiels comme l'électricité, l'eau, les écoles, les hôpitaux sont un luxe qui est réservé à une très petite minorité de la population. Comme il était prévisible, tout de suite, il y a un chœur de critique qui s'est levé contre les mausolées, soit de l'intérieur du Congo, soit à l'international.
même les journalistes du Monde et de la BBC qui avaient été invités dans les grands hôtels à 5 étoiles de Brazzaville, ils n'ont pas pu éviter de faire de remarques sur le contraste qui existait entre le marbre blanc du mausolée et les quartiers dégradés de Brazzaville. Mais alors, pourquoi le président dictateur a-t-il voulu ces mausolées? Depuis tout de suite, depuis les jours où j'étais là et quand on a inauguré ces mausolées, je me suis posé cette question. Et c'est dans les derniers 5 ou 6 ans que j'ai enquêté sur les raisons de ce geste, sur pourquoi Sassou Nguesso a voulu construire ce monument et s'exposer à une série de critiques qui étaient prévisibles en fait de la communauté internationale et même de ses propres concitoyens. Pour arriver à les réponses que j'ai données à cette question, il faut un peu éclairer certains aspects de la vie de Pierre Saroyan de Brazza. Brazza était un homme comme nous qui, pendant son enfance, il rêvait de l'Afrique comme aujourd'hui un enfant pourrait rêver d'aller sur Mars, par exemple. C'était une terre inconnue, une terre qu'on croyait être une terre vierge, où la présence la présence humaine était complètement ignorée. En fait, on savait qu'il y avait des Noirs, mais c'était des endroits qu'il fallait ouvrir à l'activité humaine, selon les Européens. Un peu comme aujourd'hui, on pense à une planète distante où il n'y a rien, c'est juste un espace vide à remplir. Ce qu'il trouve Brazza quand il arrive en Afrique est très différent. Il trouve une situation avec plein de populations, une société très évoluée, et c'est un peu pour ça que son chemin en Afrique est un chemin de désillusion par rapport à ce qu'on lui avait raconté de l'Afrique, et par rapport à ce que la propagande européenne racontait aux jeunes pour leur faire partir pour des endroits là où 70% des Blancs mouraient dans la première année. Donc c'était un endroit où les Blancs ils allaient pour vraiment faire fortune tout de suite, au plus tôt, au plus vite, parce que c'était un risque pour les Blancs. Et Brazza, il part dans ses explorations, et au début, il les considère que des explorations, parce que c'est vrai, il gagne facilement l'appui des agents des compagnies coloniales et des fonctionnaires qui appuient son voyage d'exploration en pensant déjà à la fondation d'une colonie en avenir. C'est Brazza qui ne sait pas en fait qu'il y a un prix à payer pour réaliser son rêve. Le prix, c'est d'être complice de l'un des crimes les plus graves jamais commis par l'homme, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Afrique centrale, l'extermination de 10 millions d'Africains dans 10 ans et le pillage de leurs terres. Quand Brazza s'est rendu compte qu'au lieu de porter les progrès et les bonheurs, il a ouvert une voie pour ceux qui cherchent seulement les profits à n'importe quel prix, c'est à ce moment-là qu'il se révolte contre les compagnies concessionnaires et contre les fonctionnaires coloniaux qui étaient corrompus par ces compagnies. Mais désormais, il est trop tard. Brazza est licencié par les mêmes fonctionnaires auxquels il a donné un empire, qui sont manœuvrés par les compagnies concessionnaires. Au début du XXe siècle, heureusement, les violences du Congo, des rapports sur les violences du Congo arrivent en Europe et ils indignent le public. C'est donc pour ça que Brazza est rappelé en service pour mener une enquête au Congo. Les administrateurs coloniaux qu'il envoie au Congo, en fait, voudraient piloter cette enquête pour masquer les fautes du système d'exploitation coloniale et résoudre le problème en punissant juste quelques boucs émissaires. Mais Brazza il refuse de souscrire cette version adoucie des faits et il décide de dénoncer les violences endémiques et de pointer les doigts contre les compagnies concessionnaires. Ces refus et ces accusations, en fait, lui ont coûté probablement la vie. Selon sa femme, il avait été empoisonné pendant son voyage de retour à la fin de cette enquête. Les rapports qu'il avait écrits, et ce qui est le plus important et significatif, est que le rapport qu'il avait écrit avec les résultats de son enquête et ses accusations est enterré suite à un vote du Parlement français. Donc le Parlement français décide à majorité que ce n'était pas le cas de publier les découvertes de Brazza au Congo. Les derniers chapitres, celui que je viens de raconter de la vie de Brazza, est une histoire qui a toujours été cachée par les colonisateurs français, qui ont fait de l'explorateur à pieds nus
l'emblème d'une colonisation qui était non violente et bénéfique pour les Africains. Donc on a exploité la mémoire gardée par les Congolais d'un homme qui s'était révolté contre les siens pour les protéger. Et les ennemis des Brazza ont su se débarrasser de lui et après sa mort exploiter son œuvre et son héritage à leur avantage. Parmi ces ennemis, vous trouvez exactement les fondateurs des mêmes compagnies qui ont financé aujourd'hui le mausolée. Donc là, on a une première réponse à la question pourquoi les mausolées. La construction de ce que les Brazzavillois appellent les temples des francs-maçons et les célébrations qui ont suivi ont été une occasion pour un échange de faveurs et d'argent à l'intérieur des réseaux de la France-Afrique. Son but a été de consolider des rapports commerciaux dont les hommes communs ne connaissent pas l'importance et l'impact qu'ils ont sur leur vie, notamment les rapports commerciaux qui sont à la base du flux de pétrole qui en tire du Congo. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un complot international, mais d'un nombre d'individus qui agissent dans leur propre intérêt dans le vide institutionnel et légal qui caractérise les transactions des matières premières entre les pays pauvres et le nord du monde. Tout ça se passe bien sûr avec la complicité parfois tacite mais toujours présente des hommes politiques européens qui craignent perdre le soutien de leurs électeurs si l'ordre global est menacé. En fait, ils sont persuadés peut-être justement qu'il est en vertu de cet ordre qu'on a établi à l'époque de la colonisation et plus tard, qu'on a construit des sociétés de consommation des populations riches. Le premier conseil que je pense pouvoir donner aux réformateurs de la politique du Congo est donc ne vous attendez pas qu'un État étranger ait aucune intention de vous aider ni de vous protéger. Il n'y a aucun intérêt fort à l'étranger qui souhaite que le Congo devienne une démocratie égalitaire et efficace. Donc la deuxième raison de la construction du mausolée se trouve, d'après moi, toujours dans le champ des rapports entre les Congolais et les Européens. Il faut savoir que l'idée de transférer la tombe de Brazza au Congo est une idée qui est issue à l'origine du Makoko Ngwayulu, les prédécesseurs du souverain du Makoko actuel. Et cette idée était basée sur les dernières volontés de l'explorateur qui avait demandé d'être enterré en Afrique. Originellement noble, cette initiative mirait à faire en sorte que l'explorateur puisse reposer parmi ceux qu'il avait respectés et essayé de protéger, et dans les lieux où il avait vécu les chapitres les plus importants de sa vie. Il s'agissait simplement de transférer la tombe de Brazza de Alger à Mbé, sans fanfare ni grosses dépenses. Cela aurait réalisé le désir de l'explorateur et pourquoi pas aurait donné aussi de la visibilité au Congo et peut-être du tourisme à l'époque du centenaire de la mort de Brazza. Mais à ces points-là, c'est Sassou Nguesso qui s'est approprié de cette idée. Il a invité en Afrique l'un des descendants de l'explorateur le plus vieux. Il a fait conduire un B en hélicoptère à côté de la séduisante Madame Ayessa et de Jean-Paul Pigasse, qui est un conseiller qui en a chargé de blanchir l'image du dictateur et à niveau international. Après que ses descendants a rencontré le Makoko, Sassou Nguesso approuve l'idée du transfert de la tombe et fait la promesse d'en appuyer la réalisation. Quelques mois plus tard, on pose la première pierre du mausolée de Brazzaville en présence de Chirac et d'un imposteur qui nomme Makoko, qui a été nommé Makoko par Sassou Nguesso lui-même. En même temps, le Makoko Ngwayulu meurt empoisonné et un successeur est nommé par les dignitaires Teke, un vrai successeur. Donc, en s'appropriant de cette idée et en excluant les Makoko, les présidents essayent de s'affirmer comme les seuls véritables détenteurs du rôle de lien entre le Congolais et les bonheurs des Blancs. Les seuls dépositaires de la légitimation qui vient des Blancs, et voilà donc une deuxième raison d'être du mausolée. Ces deux premières raisons sont des raisons très superficielles, qui sont très évidentes quand un Européen s'est mis à analyser cette question. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va arriver ensuite. La troisième réponse, en fait. Une fois que la famille Brazza s'aperçoit de ce qui est arrivé au Makoko et des vraies intentions des Sassou, la plupart des descendants, comme peut-être vous le savez, refusent de participer. Et une partie d'entre eux décide d'appliquer leurs droits, de bloquer les transferts de reste et le RAE. À ces points-là, pour obtenir le reste de Brazza, Sassou Nguesso et son entourage n'hésitent pas à mettre en œuvre les mêmes stratégies qu'ils appliquent contre leurs adversaires au Congo. Et je crois que vous allez peut-être reconnaître ces stratégies. Ma famille, qui est une structure forte et fragile en même temps, comme les sont les grandes familles où les cousins éloignés restent en contact,
a été internement divisé par le régime de Sassou Nguesso. Une partie des descendants de l'explorateur ont été cooptés par le régime à travers des gratifications et des dons et ont décidé de donner leur accord et leur soutien au transfert sans poser des conditions. Et c'est grâce à cette division interne que Sassou Nguesso a gagné du temps dans les négociations avec les descendants qui n'étaient pas d'accord. Et c'est grâce à ça que les jours avant le transfert, qu'un noyau des descendants de Brazza a réussi à obliger Sassou Nguesso à signer un accord qui prévoyait la reconnaissance et l'invitation aux cérémonies du vrai Makoko, et aussi des interventions en faveur du peuple congolais. Il faut dire que ces interventions n'ont jamais eu lieu. Mon expérience m'a permis donc d'identifier celles qui sont les stratégies que les régimes congolais utilisent contre ses adversaires. L'appropriation de toutes les initiatives et la cooptation de certains membres d'un groupe pour neutraliser la force d'un groupe entier. En fait, c'est là, ça applique aussi, je l'ai vu aussi appliquer récemment à ce qui s'est passé à l'époque où Armand a voulu organiser une messe pour les morts de l'explosion de Brazzaville, et c'est à ce moment que l'ambassade en parallèle a organisé la même initiative en s'appropriant en fait une idée qui n'était pas la sienne. En fait, d'abord, ils ont essayé de rentrer dans l'initiative d'Armand, mais Armand ne leur a pas permis ça, donc ils ont organisé une autre en parallèle. Et donc, à ces points-là, vous avez cette stratégie d'appropriation des initiatives, et l'autre, c'est la cooptation de certains membres d'un groupe pour en démolir l'efficacité. Et ceci, je l'ai vu se passer en fait même à l'intérieur de la cour royale Teke. Il faut savoir que le faux roi Makoko, c'est quelqu'un issu de la cour royale en fait. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'entourage, pas les plus proches, mais quand même qui faisait partie de l'entourage du roi Makoko. Donc c'est à travers la cooptation de l'un des membres de la cour royale Teke que Sassou Nguesso a pu mettre le chaos dans cette cour pour une certaine période, ce qui lui a servi pour vraiment s'approprier de l'initiative du mausolée. Mais l'histoire de Brazza et de son transfert a encore beaucoup à nous montrer. Les descendants de Brazza qui avaient signé l'accord avec Sassou Nguesso croyaient avoir achevé une victoire importante. On avait obligé un dictateur à signer un accord qui prévoyait des interventions en faveur des Congolais et la reconnaissance d'un souverain traditionnel qu'il craignait. En fait, Makoko avait été vraiment invité aux célébrations, et ce qui a été un événement apparemment assez important pour Brazzaville qui depuis longtemps ne voyait pas une visite du Makoko en vie. Mais la victoire de l'accord en réalité était seulement symbolique. Et c'est là qu'on arrive à la troisième et plus importante raison d'être du mausolée. En fait, il est sur le plan spirituel et magique, celui qui lui intéresse le plus, que Sassou Nguesso a été gagnant dans l'histoire du mausolée. En effet, immédiatement avoir obtenu le soutien de la partie de la famille Brazza qu'il avait coopté, Sassou Nguesso a envoyé des émissaires à Alger, chargés de profaner la tombe de l'explorateur et d'en prélever les restes. Le reste de la famille, les gens qui n'étaient pas d'accord avec le transfert, avaient aussitôt appris que cette profanation avait eu lieu. Mais on n'en avait pas vraiment compris la signification et l'importance. En s'appropriant des restes de Brazza, en les utilisant dans les cadres des rituels d'Inkani, Sassou Nguesso s'est emparé du charisme et de la force spirituelle de celui qui a fondé les pouvoirs étatiques au Congo, au Gabon et en Centrafrique. Grâce au film qu'on a tourné au cours de la profanation, les ennemis du président dictateur sachent que maintenant, il lutte contre l'héritier du fondateur du pouvoir politique qui est actuellement en vigueur au Congo. Le pouvoir du Makoko lui-même a été affaibli, et Brazza, son frère de sang, a été kidnappé et dévoré par les présidents dictateurs qui ont ainsi renforcé son pouvoir à détriment du souverain Teke. En tant qu'Européen, il m'est assez difficile d'avoir une idée précise du rôle de la spiritualité dans le rapport du pouvoir au Congo. Et il est encore plus difficile de connaître les pratiques et les rituels qui permettent aux Congolais d'influencer ces rapports et d'intervenir dans ces rapports. Mon chemin de recherche dans ce domaine a juste commencé. Ce que je sais est que les pratiques adoptées par Sassou Nguesso et son entourage sont les résultats d'une adaptation de la culture traditionnelle congolaise aux nouveaux rapports de pouvoir qui ont été imposés par les marchands d'esclaves et par les colonisateurs.
Les étrangers qui pendant des siècles se sont appropriés des corps des Africains et ont drainé la richesse du continent, ont provoqué une réponse. Cette réponse consiste dans le fait que les croyances et les pratiques liées à l'appropriation des corps ont acquis une position de premier plan dans la tradition africaine, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et pour permettre aux Africains de se défendre face aux du mausolée, se trouve, d'après moi, toujours dans le champ des rapports entre les Congolais et les Européens. Il faut savoir que l'idée de transférer la tombe de Brazza au Congo est une idée qui est issue à l'origine du Makoko Ngwayulu, les prédécesseurs du souverain du Makoko actuel. Et cette idée était basée sur les dernières volontés de l'explorateur qui avait demandé d'être enterré en Afrique. Originellement noble, cette initiative mirait à faire en sorte que l'explorateur puisse reposer parmi ceux qu'il avait respectés et essayer de protéger, et dans les lieux où il avait vécu les chapitres les plus importants de sa vie. Il s'agissait simplement de transférer la tombe de Brazza de Alger à Mbé, sans fanfare ni grosses dépenses. Cela aurait réalisé le désir de l'explorateur et pourquoi pas aurait donné aussi de la visibilité au Congo et peut-être du tourisme à l'époque du centenaire de la mort de Brazza. Mais à ces points-là, c'est Sassou Nguesso qui s'est approprié de cette idée. Il a invité en Afrique l'un des descendants de l'explorateur le plus vieux. Il a fait conduire un B en hélicoptère à côté de la séduisante Madame Ayessa et de Jean-Paul Pigasse, qui est un conseiller qui en a chargé de blanchir l'image du dictateur et à niveau international. Après, ses descendants a rencontré le Makoko. Sassou Nguesso approuve l'idée du transfert de la tombe et fait la promesse d'en appuyer la réalisation. Quelques mois plus tard, on pose la première pierre du mausolée de Brazzaville en présence de Chirac et d'un imposteur qu'on nomme Makoko, qui a été nommé Makoko par Sassou Nguesso lui-même. En même temps, le Makoko Ngwayulu meurt empoisonné et un successeur est nommé par les dignitaires, qui est un vrai successeur. Donc, en s'appropriant de cette idée et en excluant les Makoko, les présidents essayent de s'affirmer comme le seul véritable détenteur du rôle de lien entre le Congolais et les bonheurs des Blancs. Les seuls dépositaires de la légitimation qui vient des Blancs, et voilà donc une deuxième raison d'être du mausolée. Ces deux premières raisons sont des raisons très superficielles qui sont très évidentes quand un Européen s'est mis à analyser cette question. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va arriver ensuite. La troisième réponse, en fait. Une fois que la famille Brazza s'aperçoit de ce qui est arrivé au Makoko et des vraies intentions des Sassou, la plupart des descendants, comme peut-être vous le savez, refusent de participer. Et une partie d'entre eux décide d'appliquer leur droit de bloquer le transfert du reste de leur à ces points-là, pour obtenir le reste de Brazza, Sassou Nguesso et son entourage n'hésite pas à mettre en œuvre les mêmes stratégies qu'il applique contre leurs adversaires au Congo. Je crois que vous allez peut-être reconnaître ces stratégies. Ma famille, qui est une structure forte et fragile en même temps, comme les sont les familles où les cousins éloignés restent en contact, a été internement divisée par le régime de Sassou Nguesso. Une partie des descendants de l'explorateur ont été cooptés par le régime à travers des gratifications et des dons, et ont décidé de donner leur accord et leur soutien au transfert sans poser des conditions. Et c'est grâce à cette division interne que Sassou Nguesso a gagné du temps dans les négociations avec les descendants qui n'étaient pas d'accord. Et c'est grâce à ça que les jours avant le transfert, qu'un noyau des descendants de Brazza a réussi à obliger Sassou Nguesso à signer un accord qui prévoyait la reconnaissance et l'invitation aux cérémonies du vrai Makoko, et aussi des interventions en faveur du peuple congolais. Il faut dire que ces interventions n'ont jamais eu lieu. Mon expérience m'a permis donc d'identifier celles qui sont les stratégies que le régime congolais utilise contre ses adversaires. L'appropriation de toutes les initiatives et la cooptation de certains membres d'un groupe pour neutraliser un groupe entier. C'est cela, je l'ai vu aussi appliqué récemment à ce qui s'est passé à l'époque où Armand a voulu organiser une messe pour les morts de l'explosion de Brazzaville, et c'est à ce moment que l'ambassade en parallèle a organisé la même initiative en s'appropriant en fait une idée qui n'était pas la sienne. En fait, d'abord, ils ont essayé de rentrer dans l'initiative d'Armand, mais Armand ne leur a pas permis ça, donc ils ont organisé une autre en parallèle.
Et, donc, à ces points-là, vous avez cette stratégie d'appropriation des initiatives, et l'autre, c'est la cooptation de certains membres d'un groupe pour en démolir l'efficacité. Et ceci, je l'ai vu se passer en fait même à l'intérieur de la cour royale Teke. Il faut savoir que le faux roi Makoko, c'est quelqu'un issu de la cour royale en fait. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'entourage, pas les plus proches, mais quand même qui faisait partie de l'entourage du roi Makoko. Donc c'est à travers la cooptation de l'un des membres de la cour royale Teke que Sassou Nguesso a pu mettre le chaos dans cette cour pour une certaine période, ce qui lui a servi pour vraiment s'approprier de l'initiative du mausolée. Mais l'histoire de Brazza et de son transfert a encore beaucoup à nous montrer. Les descendants de Brazza qui avaient signé l'accord avec Sassou Nguesso croyaient avoir achevé une victoire importante. On avait obligé un dictateur à signer un accord qui prévoyait des interventions en faveur des Congolais et la reconnaissance d'un souverain traditionnel qu'il craignait. En fait, les Makoko avaient été vraiment invités aux célébrations et ce qui a été un événement apparemment assez important pour Brazzaville qui depuis longtemps ne voyait pas une visite du Makoko en vie. Mais la victoire de l'accord en réalité était seulement symbolique. Et c'est là qu'on arrive à la troisième et plus importante raison d'être du mausolée. En fait, le plan spirituel et magique qui n'intéresse le plus que Sassou Nguesso a été gagnant dans l'histoire du mausolée. En effet, immédiatement avoir obtenu le soutien de la partie de la famille Brazza qu'il avait coopté, Sassou Nguesso a envoyé des émissaires à Alger, chargés de profaner la tombe de l'explorateur et de prélever les restes. Le reste de la famille, qui n'était pas d'accord avec le transfert, avait aussitôt appris que cette profanation était Dieu. Mais on n'en avait pas vraiment compris la signification. Le reste de Brazza, en l'utilisant dans les cadres des rituels du Nkani, Sassou Nguesso s'est emparé du charisme et de la force spirituelle de celui qui a fondé les pouvoirs étatiques au Congo, au Gabon et en Centrafrique. Grâce au film qu'on a tourné au cours de la profanation, les ennemis du président dictateur sachent que maintenant, il lutte contre l'héritier du fondateur du pouvoir politique qui est actuellement en vigueur au Congo. Le pouvoir du Makoko lui-même a été affaibli et Brazza, son frère de sang, a été kidnappé et dévoré par les présidents dictateurs qui ont ainsi renforcé son pouvoir à détriment du souverain Teke. En tant qu'Européen, il m'est assez difficile d'avoir une idée précise du rôle de la spiritualité dans le rapport du pouvoir au Congo. Et il est encore plus difficile de connaître les pratiques et les rituels qui permettent aux Congolais d'influencer ces rapports et d'intervenir dans ces rapports. Mon chemin de recherche dans ce domaine vient juste de commencer. Ce que je sais est que les pratiques adoptées par Sassou Nguesso et son entourage sont le résultat d'une adaptation de la culture traditionnelle congolaise aux nouveaux rapports de pouvoir qui ont été imposés par les marchands d'esclaves et par les colonisateurs. Les étrangers qui pendant des siècles se sont appropriés des corps des Africains et ont drainé la richesse du continent, ont provoqué une réponse. Cette réponse consiste dans le fait que les croyances et les pratiques liées à l'appropriation des corps ont acquis une position de premier plan dans la tradition africaine, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et pour permettre aux Africains de se défendre face au pouvoir des colonisateurs. Une fois que les colonisateurs sont partis, ces croyances et ces pratiques ont gardé l'importance disproportionnée qu'ils avaient atteinte dans le cadre d'un mécanisme de défense. De plus, elles se sont développées au profit d'un pouvoir parallèle et opposé au pouvoir traditionnel, c'est-à-dire au profit des hommes politiques dont l'action s'est exercée dans la sphère des institutions étatiques bâties par la colonisation. Ces institutions postcoloniales, exactement comme l'État colonial, n'ont pas pris en compte les aspects spirituels qui traditionnellement déterminent les rapports de pouvoir au Congo. Ces institutions étaient donc exposées au danger qui est posé par des hommes qui utilisent ces pouvoirs et cette influence au-delà de ce qui est prévu par ces institutions. Donc l'État qu'on a au Congo est construit selon les modèles de l'État-nation de l'Europe centrale, dans un effort utopique qui vise à construire une nouvelle structure de pouvoir dans une société qu'en fait on avait déjà une. En Italie, on a essayé de faire la même chose, et le résultat
120 ans plus tard, c'est un État qui est souvent inefficace et distant des citoyens, qui cherche souvent d'échapper à son influence et de se retourner vers ces formes de pouvoir traditionnelles qui ont toujours été présentes dans leur société, mais qui ont été dénaturées suite à l'apparition du pouvoir étatique central imposé par l'extérieur. Quand on parle de l'Italie, on pense tout de suite à la mafia, et voilà pourquoi la mafia elle est tellement profondément enracinée. C'est le même genre de phénomène. En conclusion, je vous répète que le premier conseil que je voudrais donner aux refondateurs de l'État congolais, c'est de ne pas s'attendre que les forces étrangères qui agissent au Congo, y compris l'État français, soutiennent la démocratisation du pays. Les organisations étrangères, publiques et privées, qui agissent au Congo n'ont aucun intérêt à interagir avec un État souverain, participatif et pluraliste. Ceci dit, je vais vous dire que j'ai insisté pendant longtemps sur le rôle des influences étrangères sur l'État congolais. Comme le font plusieurs analystes et chercheurs, j'ai donné une grande importance au fait que les hommes politiques au Congo et dans les pays voisins interagissent avec l'extérieur et dérivent une partie de leur pouvoir des forces qui viennent de l'étranger. Voilà pourquoi au début de ma plongée dans la politique congolaise, j'ai considéré les mausolées comme un temple de la France-Afrique tout court. Mais récemment, je me suis aperçu d'avoir oublié un aspect important. En fait, les dirigeants congolais, et non seulement, ils sont avides de richesse, oui, mais leur intérêt fondamental est les pouvoirs. Et les pouvoirs ne peuvent être qu'accumulés et exercés localement, même si avec l'aide des influences étrangères. Une fois de plus, c'est l'histoire de mon pays qui m'a rappelé comment les formes de légitimation étrangère deviennent efficaces seulement si elles arrivent à influencer les rapports des pouvoirs locaux, par exemple en donnant un avantage à une faction sur l'autre. Il est donc important de ne pas considérer les problèmes au Congo comme étant exclusivement le résultat des influences extérieures et de ne pas penser qu'en se débarrassant de ces influences, on va résoudre les problèmes. Nasima yo memela kanga maloba ya l'ONU. Na bona bona ngaye maloba na yo ya kishonjongo ye. Yo mokonzi mabe eyebana mokili mobimba mondele aboyi kopesa ye loboko na yo ça. Ah, voilà, moi j'ai plus besoin d'eux. Qui ça, qui me cache la guitare? Ah, oh, mais Akima Ngaklo. Oui, la mesure. Ça ne veut pas là, va vous tenir les mains. Donc, vous n'avez pas dit ça. Il y a les 11 heures. Donc, je ne sais pas. Donc, je trouve que vous asseyez. Aussi, Toyoka Maloba yango. Yozalaka na yo mokonzi mabe. Aussi oyebisa mondele ma promesse na yo esi eleka ndelo soki tolobi boye koma na chemin
Chemin d'avenir et même bisoye na chemin de la mort. Chemin d'avenir et même bisoye na chemin de la mort. Yosito yokama kambo ebele. Imoyi. Yosito yokosa tata na ngai, yokosa mama na ngai. Muzulu mwingine Sembo Sakalelo. Bele koko ya shukuna kutila kata sala na mukakuna koya ya mkongo wa kuwe inao misana na mkongo wa kuna manyanga ya shikomori mwamania Kongo wakuna ibuiza wakusana Kongo wakuma yamaya Yashikuna tokela kata sala na mkafuna ko Yashikuna Kateweza kuwagonyi ulimana tenga masakate Yashikona ya karakongo Shila kuna sunaya Amele matuze kanchibishi Kula kuna utawa idaya Yachi kongoli ulimana mwana Kongo ya leka mlema Ya saba wa urita kuna karolini Oye kamfie mambo reise mane banganga ya Kongo dia ikaya masanduku na masanduku ya Samuel Pamshiri Kongo ya Sanduku na tunguri yako
Aí que você tem que dizer? É o momento o mais grande. C'est un monnaie que tu as. Já sabes.